Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le général de Gaulle avait cadenassé cette histoire derrière le secret défense. Mais un manuscrit a traversé le rideau de plomb. Ce sont les mémoires d'un atomiste français. L'auteur nous laissa aussi des images en Super 8. Il s'appelait Bernard Ista. Et voici son histoire. Son regard en coin est celui d'un cinéaste amateur. Il osa filmer nos bases atomiques, ces endroits perdus dans nos dernières colonies, où la France expérimenta la résistance des armes et des hommes au feu nucléaire. La censure était omniprésente, mais lui était au cœur du système. Simple technicien, il faisait partie des seigneurs de l'atome en raison de son appartenance au laboratoire de détection et de géophysique du commissariat à l'énergie atomique français. Son récit est plein d'enthousiasme et ses images miment un film de Jacques Tati où le héros, délaissant l'exotisme, s'en irait retrouver sa bombe atomique. Il était fier de travailler à la grandeur de la France. Et comme il avait une âme de journaliste, il dressa la chronique de tout ça, au mépris de tous les dangers. Il a eu le courage de prendre des films alors que c'était interdit. Partout c'était marqué, défense de prendre des photos, défense de filmer, etc. C'est vrai qu'on était fascinés par ces tirs. C'était une expérience fabuleuse, imaginez. C'était l'euphorie, la bombe atomique. Vous vous rendez compte, on va faire exploser une bombe atomique. Je suis fier d'avoir été là-bas parce que j'ai fait mon service et j'étais content de faire mon service, mais je ne m'attendais pas à ça. Ils nous mettaient dans des conditions à risque. Mince, on n'est pas des cobayes, on n'est pas des rats, des souris, on est des êtres humains. Je me bats pour ceux qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, qui sont morts. Comme les autres, notre Jacques Tati de la bombe A ignorait que ses supérieurs qui préparaient la guerre nucléaire avaient un pourcentage de pertes et qu'il en ferait partie. On démontrait par là que nos armes étaient capables de fonctionner, qu'on était capable de faire fonctionner des armes de destruction massive, des armes épouvantables, mais qui apportaient la paix. Et c'est ça le paradoxe. Après les hécatombes de la Seconde Guerre mondiale, les promoteurs du feu nucléaire proposaient la paix par l'équilibre de la terreur. Les essais nucléaires militaires étaient une répétition en miniature d'une guerre atomique réelle. L'état-major considéra que 7% des hommes engagés dans les expérimentations nucléaires militaires pourraient être irradiés. Danielle Ista est la veuve de Bernard. Elle a tout gardé, films, photos, carnets. Elle ouvre devant nous la malle du trésor documentaire constitué par son défunt mari. C'est tout ce que Bernard a accumulé d'enregistrements, de photos, de films. Il n'était jamais sans un appareil photo, sans une caméra. J'allais dire, il filmait tout ce qui bougeait, mais presque, quoi. Je crois que c'était à la fois, oui, une passion. Je crois que s'il avait pu en faire son métier, ça aurait été encore mieux pour lui. Photos interdites, films clandestins,
récit intime d'une histoire secrète, privilège exclusif qu'il savourait en famille le dimanche. Bernard installait ça en bas, dans la salle de séjour, et on visionnait des photos, des films. Première bobine, premières images. Le laboratoire. Nous sommes à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, à Paris. Le patron s'appelle Yves Rocard. En 1955, Yves Rocard embauche Bernard Rista comme technicien. Passionné de cinéma, Bernard filme déjà ses collègues, comme s'il savait qu'un jour, toute cette histoire devrait être racontée. Dans ce labo, il a appris beaucoup de choses, et en particulier sous l'égide de M. Rocard, qui formait ces gens vraiment, et qui leur ouvrait, c'est peut-être un bien grand mot, mais je pense qu'il leur ouvrait les portes de la connaissance, quelque part, vraiment. Et c'est ce en quoi les gens l'admiraient beaucoup. Hein. Homme d'action plus que d'équation, le boulot de Bernard Rista au laboratoire consiste à mettre en place les premières stations de détection géosismique conçues par le professeur Rocard. Un dispositif permettant de repérer les tirs atomiques américains, anglais et russes. Les services secrets français soutiennent ce projet et grâce à eux, les techniciens d'Yves Rocard installent leurs antennes dans des lieux insolites. De l'espionnage nucléaire à distance. Noël 1955, premier vrai départ en mission. Objectif, installer dans le phare du Cap Fréhel une station d'écoute géosismique. Une fois les antennes solidement chevillées, Bernard Rista reste sur place à l'écoute des tirs atomiques survenus outre-Atlantique. Il faut reconnaître qu'il n'est pas donné à tout le monde de passer Noël et le jour de l'an au sommet d'un phare construit par Vauban. Grimper les escaliers pour atteindre la deuxième pièce exiguë du phare me réchauffait. Mais là-haut, les pierres disjointes laissaient passer un vent glacial. Qu'importe. Plus on souffre, meilleure est la récompense. Quelques jours plus tard, Bernard Rista et ses collègues entendirent la résonance géosismique des tirs nucléaires américains qui se déroulaient dans le Nevada. Russes, Chinois et Américains se livraient alors à une course aux armements nucléaires. Dans le désert du Nevada, l'US Army ne faisait pas dans la demi-mesure et des centaines d'hommes furent exposés au feu nucléaire. L'état-major leur disait que seul le flash était dangereux, les radiations résiduelles négligeables et les faibles doses inoffensives. En février 1956, Bernard Rista s'envole pour la Nouvelle-Calédonie, où se produisaient alors d'importantes retombées radioactives. À l'époque, tous les agents du commissariat à l'énergie atomique, techniciens compris, voyageaient en première classe, située à l'arrière de l'avion. Champagne à volonté, repas succulents, etc., etc. Ils croyaient vraiment participer à quelque chose d'important pour leur pays, pour la grandeur de la France. Toute cette équipe pensait ça. Hein. Ils prenaient l'avion, ils partaient, ils voyageaient, ils faisaient des choses nouvelles, avec une grande liberté. C'est quelque chose qu'il faut dire, parce qu'ils étaient fiers, hein, quelque part. Toutes les conditions absolument extraordinaires étaient réunies pour leur faire aimer ce qu'ils faisaient. C'était une vraie aventure, ils participaient à quelque chose d'exceptionnel. Nouméa ne pouvait pas être mieux placé pour surveiller les tirs américains effectués sur les atolls de Bikini et d'Eniwetok, situés tous deux à 3000 km plein nord, sur le même fuseau horaire. Nous surveillons aussi les tirs anglais qui se déroulent sur les îles australiennes de Montebello, à 5000 km, sur le même parallèle. Une cabane en bois avait été construite pour abriter tout le matériel électronique, les amplificateurs, les enregistreurs magnétiques. Les grosses explosions génèrent des ondes acoustiques capables de faire plusieurs fois le tour de la Terre. La station était alimentée en énergie électrique par un groupe électrogène qu'il fallait mettre en route à l'aide d'une manivelle et de bras bien musclés.
nous passions notre temps à observer tous les phénomènes atmosphériques captés par nos antennes géantes. Et nous avons constaté ainsi, à plusieurs reprises, des pluies radioactives élevées sur Nouméa, provoquées par les tirs anglais en Australie. Moi, je les ai toujours connus très enthousiastes, avides de résultats. Il fallait bien faire, Ils étaient tous tellement confiants, tellement sûrs qu'ils faisaient des choses épatantes. Ils étaient jeunes. Penchés en permanence sur les traces rouges de l'enregistreur, nous attendions avec impatience de voir se dessiner la forme du signal des ondes sismiques caractéristiques des bombes, maintes fois décrites par le patron. Leur mission dura 5 mois. Le journal intime de sa caméra nous montre l'empressement de Bernardista vers la suite de l'aventure. C'est difficile d'admettre qu'il y aurait des conséquences. Avant même d'avoir la bombe, le commissariat à l'énergie atomique tourne des films à la Stanley Kubrick, comme celui-ci. Risque radioactif maîtrisé. Gigantisme des installations pour la bombe. La France nucléaire construit son image. « 1958, retour du général de Gaulle au pouvoir. Il confirme le programme nucléaire militaire. Le voici en visite au centre nucléaire secret de Bruyères-le-Châtel, nom de code B3. Le général de Gaulle a un objectif, c'est rendre à la France sa grandeur. À partir du moment où on a une dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la capacité, disait-il, d'arracher un bras à l'adversaire, alors on est crédible. Donc, il fallait absolument que, pour la grandeur de la France, on puisse réaliser les essais le plus vite possible, le mieux possible, avec la plus grande puissance possible. Et c'était donc une raison d'État qui passait avant tout. Et de nombreux ingénieurs, au-delà donc de leur qualité technique et de leur passion pour la technique, étaient convaincus par le général de Gaulle qu'en plus, il remplissait une mission pour la France. Et pour expérimenter la bombe, le général mobilise l'État colonial. L'Algérie, alors dévastée par la guerre, est choisie comme théâtre pour la première explosion atomique française. Une base secrète est construite au sud du territoire colonial. Il fallait trouver un site qui, de par sa situation géographique, soit propice à la nature des travaux des futurs expérimentateurs. Ce site, ce fut Regan, au cœur du désert, non loin d'une piste caravanière. Au terme d'un chantier pharaonique, surgirent ici une base vie et un pas de tir. Venant par la piste impériale, les poids lourds sahariens voyaient leur accès à la ville interdite sévèrement contrôlé. Regan, cité interdite, comme le montre ce film sur la sécurité autour de la base atomique. La partie sensible de la base, invisible depuis l'extérieur, se compose de 5 niveaux de galeries souterraines. Fin 1959, Bernardista et ses collègues s'envolent pour Adrar, à 140 km de la base atomique de Regan. Latitude 2753 nord, longitude 0016 ouest. C'est l'endroit choisi par le professeur pour implanter le premier super microbarographe en Afrique, Adrar, en plein milieu du Sahara algérien.
C'est une belle et pittoresque bourgade avec son aéroport, son musée, son poste militaire, son hôtel-restaurant, sa palmeraie et sa place du marché grande comme celle de la Concorde à Paris, où les bouchers égorgent les chameaux que l'on retrouve le soir dans nos assiettes. Le Sahara fut pour moi une expérience inoubliable. Pour le chantier de l'installation du super micro-barographe, un système de tuyaux enterrés, nous avons recruté des manœuvres sahariens, les pélos, je ne les oublierai jamais. Qu'ils étaient gais, ces enfants du désert. Une parade de pelles et de pioches nous signifie leur joie. Les salaires étaient distribués en fin de semaine. Et Collant tient la liste du personnel, Pillou distribue la monnaie et moi, je filme, je prends des photos. Retour sur la base atomique de Reagan, où des appelés du contingent arrivent en renfort. Michel Verger était l'un d'entre eux. Affecté au bureau de poste, il fut bien des années plus tard l'un des présidents de l'association des vétérans des essais nucléaires militaires français. C'était pendant la guerre d'Algérie. J'ai été convoqué au Mans et j'ai menti à ma grand-mère. J'ai dit, tu vois, je ne vais pas en Algérie puisque je suis convoqué au Mans. En fait, 3 jours après, j'étais à Alger. Et j'ai fait 27 mois en Algérie. Comme moi, j'étais postier, je suis rentré à la poste militaire. Et puis, j'apprends par hasard qu'il y avait un petit poste qui se libérait dans le désert, où on était tranquille. Oh, je dis, en fait, comme ça, je connaîtrais mieux le désert. Et puis, je m'éloigne du Nord, où je n'étais pas tellement favorable à ce qui se passait en Algérie. Hein. Et bien, je suis arrivé à Reagan, dans un petit poste militaire, où là, on diffusait tout le courrier pour tous les militaires qui étaient sur la base. Et c'est là que j'ai appris que le petit coin tranquille, c'était une base atomique. Je ne le savais pas. Vu mes opinions, j'aurais plutôt pris la direction opposée. J'étais sur la base vie, où il y a des habitants, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, puisqu'il y avait un bureau de poste civil. Je m'étonne qu'on installe un bureau de poste civil dans un endroit où il n'y a personne. Il y avait à peu près 4 à 5 000 personnes, civiles, militaires. Voici le dispositif prévu pour le premier tir atomique français. Au sommet de la tour Z1, la bombe A, nom de code Gerboise bleue, puissance 60 kilotonnes. Bernard Ista est affecté dans une cahute située à 3500 mètres du point zéro avec quelques collègues. Autour du pas de tir, à distance régulière, des engins des 3 armes et des mannequins. Objectif : tester la résistance au feu nucléaire de ces matériels et des tenues de combat. Bernard Ista est aux premières loges au moment de l'explosion de Gerboise bleue. À 6h25, forte émotion générale. Annonce de l'opération Gerboise bleue pour 7h04. Le général Ayret dirige l'opération. Ce n'est plus qu'une question de minutes. L'assemblage de l'engin se termine à H-4 minutes. La mise à feu est lancée. Plus aucune intervention n'est possible. À H-5, je mets mes lunettes noires de protection, j'ai la main gauche sur la poignée de la porte, mon Leica sur le ventre. Puis le seconde. On nous a fait sortir du bureau de poste militaire, allongé sur le sable, à l'inverse de l'explosion, les yeux fermés, la tête dans le bras, et 7h04. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Dans la cahute, j'aperçois le flash dans la rainure de la porte. Je me précipite au dehors, enlève mes lunettes. Une lueur jaune orangée inonde le désert. Mes yeux se braquent instantanément sur la boule de feu et je me précipite sur la caméra, réglée 64 images secondes. Moi j'ai pensé, ils ont foiré leur coup. Je ne pensais pas que là, il y avait l'éclair et après le bruit et que ça mettait un certain temps avant d'arriver. Comme c'est le désert, le bruit
est parti comme des chevaux au galop, des millions de chevaux au galop, dans le désert, comme une vague. Et le bruit s'est perdu dans le désert, parce qu'il n'y a rien qui retient, en fait. Je filme et photographie à tour de bras. Je me retourne et j'aperçois tout le monde à plat ventre sur le sable. Le chef hurle mon nom. Il faut partir d'ici. Je traîne. Le chauffeur panique. On fonce. Sur la route, nous croisons des hommes en blanc et des hommes de troupe. Sont-ils envoyés sur le point zéro? Le chauffeur est paniqué. Un nuage noir se soulève au pied du champignon. Nous rentrons à la base sans encombre. Le nuage radioactif, entraîné par les vents de la haute atmosphère, se déplace vers le sud-est, au-dessus des régions désertiques. Le service cinéma des armées filme le développement du nuage atomique. À 300 km au sud-est, la zone de radioactivité est déjà complètement inoffensive. Officiellement, Gerboise Bleue ne fait pas de retombées radioactives. J'ai un document de la marine. C'est incroyable. Si quelqu'un écoute et qu'il est scientifique ou un petit peu formé, il ne va pas le croire. Qui dit tout simplement que 90 secondes après l'explosion, les radiations retardées ne sont pas dangereuses. Je répète, 90 secondes après l'explosion, un document de 65 de la marine, les radiations retardées ne sont pas dangereuses. Or, c'est vraiment de la désinformation pour ne rassurer les gens. Juste après l'explosion, les avions vautours de l'escadron Loire sont envoyés à l'intérieur du nuage pour effectuer des prélèvements de particules radioactives. Des échantillons des produits de l'explosion sont recueillis dans le nuage même. Ce vautour qui vient de le traverser rapporte des poussières radioactives. Elles sont récupérées avec les précautions exigées par le danger terrible qu'entraînerait leur contact. Les filtres pleins de poussières radioactives sont démontés rapidement et l'avion envoyé au nettoyage. La décontamination est une opération très simple. Il suffit d'un lavage par jet de produits détersifs et d'un abondant rinçage. Les eaux chargées de particules radioactives s'écoulent vers une citerne. Le vautour, sa toilette achevée, est prêt pour une nouvelle mission. Officiellement, rien à signaler. Mais en y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que la propagande ne montre pas tout. Retour au démontage des filtres pleins de poussières radioactives. Pour se protéger des radiations, les techniciens interviennent derrière un mur de plomb. Ces photos nous ont été envoyées par le chef de l'équipe de décontamination. Elles montrent clairement que malgré le danger, tous les hommes ne sont pas équipés d'une tenue de protection complète, loin s'en faut. Ignorance des risques ou inconscience du danger? L'État, pour pouvoir continuer tranquillement les 209 essais nucléaires qui suivaient, c'est-à-dire 45 aériens et 193 souterrains, a sciemment menti sur la dangerosité des essais nucléaires et n'a pas pris des précautions qui auraient pu alerter sur le danger. Dans l'après-midi de Gerboise Bleue, il fallut récupérer les capteurs et appareils enregistreurs restés sur le terrain. Je faisais partie d'une équipe de 3. L'équipement, tenue chaude contre la radioactivité avec capuche, bottes, gants et masque à gaz. Nous sommes dans un monde à part. Le sauna n'est qu'une plaisanterie à côté. Je suis trempé de la tête aux pieds en très peu de temps. Nous sommes allés très près de la zone contaminée et le spectacle du cercle de sable vitrifié, ce noir inquiétant, n'arrange rien. Au retour, une coupe de champagne frais en plein désert, je vous assure que c'était divin. Dès la première bombe A, Bernardista fut donc renvoyé sur le point zéro et il est loin d'avoir été le seul. Un rapport du ministère de la Défense raconte en détail comment, à l'occasion de Gerboise Verte, 4e bombe A française, un escadron de chars AMX, un escadron de reconnaissance et une compagnie d'infanterie ont été envoyés en manœuvre en zone nucléaire. Au total, plus de 50 hommes volontairement exposés. Objectif, étudier les effets physiologiques et psychologiques produits sur l'homme par l'arme atomique afin d'obtenir les éléments nécessaires à la préparation physique et à la formation morale du combattant moderne. Nous avons retrouvé 2 survivants de cette opération. Ils ne s'étaient pas revus depuis 50 ans. J'avais 23 ans, c'était en janvier 61. 20 ans.
19 ans et demi. On s'est retrouvés à 25 soldats pour partir quelque part. Aucun détail. C'était secret, c'est ce qu'on nous a dit. Il faisait partie d'une compagnie de chars Patton, envoyée d'Allemagne en Algérie pour une mission secrète dont il découvre l'objet une fois sur place. On est parti à 5 chars Patton avec une Jeep. On les a chargés sur les trains. Et on nous a mis sur un bateau, et du bateau, on ne savait pas, mais on allait en Algérie. C'est à Colombéchard qu'on nous a dit que l'on partait vers Regan. Et dans leur livret militaire, aucune trace de leur participation à ces manœuvres. C'est marqué Algérie Sud, Oui, c'est ça. tout. Mais on n'indique pas du tout qu'on est allé à Regan et il n'y a aucune trace. Algérie Sud, une indication suffisamment vague pour que ces deux appelés du contingent ne puissent pas prouver aujourd'hui qu'ils ont été présents sur la base atomique. Leurs témoignages, cependant, sont explicites. On s'est placé à 1500 mètres du point zéro. Et dans le Sahara, je peux vous assurer que 1500 mètres, c'est pas très loin. Et cette petite tourelle, je la regardais, je me disais, mais vraiment, ça va chauffer. Je me suis dit que 1500 mètres, bon, le char Patton fait 45 tonnes, donc je pense qu'on ne va pas s'envoler, on va rester sur place. Et vous voyez toutes les questions que l'on peut se poser à ce moment-là. Mes yeux étaient fermés, j'avais la tête dans mes genoux, j'étais dans le char et donc la lumière passait que par l'écoutille. Et malgré cela, je voyais la lumière, les yeux fermés. Et après, l'onde de choc arrive, c'est-à-dire que le char a bougé 44 tonnes et ça a bougé beaucoup. Je suis sûr qu'il a fait un bond de l'avant à l'arrière au moins 30 à 40 cm. Pendant quelques minutes, ça a été vraiment... Le cœur battait très fort. Hein. Je vous assure que... On a peur. On ne peut pas expliquer parce qu'on sait presque la fin du monde. On a eu la consigne de passer au point zéro. On nous a dit, bon maintenant, on délimite les zones radioactives. On était commandé par notre chef de groupe et puis par hélicoptère. Plus on avançait vers le centre, le point zéro, avec le compteur Geiger que chaque char avait, on mesure la radioactivité. Le chef de char communiquait ça à la centrale et puis après il l'utilisait, il nous disait bon stop, faites demi-tour, allez à droite, allez à gauche. Alors ça faisait comme une étoile. Et on est resté dans le char au moins pendant 2 heures, à circuler à gauche et à droite. Il y en a plusieurs qui ont été malades. Moi, je peux vous dire, j'ai chié dedans. Je nageais, j'avais au moins 10 cm de jus, moi, dans les godasses, dans les bottes. Dès leur retour à la base, ils sont envoyés en décontamination. Il y avait un contrôle avec l'appareil Geiger et dès que l'appareil réagissait, donc il fallait repasser à la douche. Moi, je suis passé 2 fois, mais d'autres sont passés 5 fois, 6 fois, parce que probablement ils ont dû ingurgiter ou il devait avoir des poussières radioactives dans les oreilles ou je ne sais où. Hein. Selon le rapport de l'époque, il n'aurait pris que de faibles doses ce jour-là. Et il y a eu aussi des fantassins qui ont été enterrés dans des tranchées. Alors eux, on ne les a pas, d'après les témoignages qu'on a eus. Et il nous en reste très peu. Un qu'on avait, il vient de mourir. Voici le compte-rendu de l'époque. 35 minutes après l'explosion, ils progressèrent en rampant et en sautant en direction du point zéro. L'un d'entre eux tomba malade et dut être évacué. Le lieutenant-colonel Ligour dirigeait la section. Ils étaient enterrés dans la tranchée et quand l'explosion a eu lieu, on les a fait sortir et avancer vers le point zéro. Ce qui fait dire au lieutenant-colonel Ligour qu'on les a pris, eux, lui et ses hommes, pour des cobayes. Cobayes, absolument.
S'il avait voulu essayer que le matériel, il aurait pris les chars, il les aurait mis sur place, puis nous, il n'y avait plus personne. Mais là, ils nous ont laissés dans les chars. Donc c'était volontaire. Ils ont bien voulu savoir ce que ça allait faire sur les humains. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce comportement. Pour moi, c'est dégueulasse. Et ces gens-là, on devrait les montrer du doigt aujourd'hui pour dire, toi, tu as mis des êtres humains dans une situation à risque. Tu t'es pas occupé de ces gens-là. Tu les as considérés encore pires que des rats ou des souris. Parce qu'un rat et une souris, après des essais, on les suit pour savoir ce qui se passe. Nous, on ne nous a même pas suivis. Pierre Messmer, ministre de la Défense de l'époque, a toujours nié avoir volontairement exposé des hommes au feu nucléaire. Est-ce que le but de certains de ces essais, c'était aussi de tester un peu la résistance de l'homme ? Oh, bien sûr que non, ce serait criminel. Ce serait criminel de faire cela. Et nous n'étions pas des criminels. C'est le déni. Alors qu'après le déni, il y a eu l'apparition des mensonges. Bon, les mensonges, vous savez, comme dit l'autre, ça va, ça vient. C'est le déni. Et c'est le truc qui fait le plus souffrir. C'est de nier l'évidence. Alors, je m'adresse à tous les présidents des nations, dont le mien, qu'ils arrêtent de jouer avec des pétards dont ils ne savent pas que ça brûle, et qu'ils retrouvent mes 24 amis qui me manquent aujourd'hui, Chello, Germain, Matika et les autres. 50 ans. C'est tout. Merci. 25 avril 61. Combien de survivants, combien de victimes, secret absolu. Lorsqu'on le voit sur ces images tournées peu après les explosions atomiques, difficile d'imaginer que Bernard Ista était la veille sur le point zéro de Gerboise Bleue. À l'époque, la propagande martelait deux mots. Sécurité, innocuité. Objectif, rassurer. Témoin, ce film de présentation de la base atomique française d'Innemgel, où ont lieu à partir de 1962 les essais nucléaires militaires souterrains. Quelle est cette plage à la mode que les vacanciers apprécient à l'heure de l'après-bain? Est-ce un coin de Provence ou bien du Roussillon? Mais que font là ces personnages insolites? Une sorte de club méditerranéen atomique, dont Bernard Ista loue dans ses mémoires le confort des installations, ces baraquements que l'on voit à l'image. Il y dormait. À la base vie, située à Innemgel, nous étions très bien logés dans des shelters climatisés et très confortables. Un barman mettait de l'ambiance avec sa chanson préférée, « Le lion est mort ce soir ». Lui qui filma la paye des pélos ne nous parle pas du bidonville où il vivait. Celui-ci jouxtait la base. Bernard Ista était présent pour participer au premier tir souterrain Beryl, le 1er mai 1962. Désormais, les essais nucléaires ont lieu au bout de cette route, dans ce massif de granit rose, le Tanafella. C'est une montagne de 2000 mètres d'altitude, percée de part en part de galeries souterraines, où des appelés et des pélos travaillaient à main nue. Lucien Parfait faisait partie des équipes de mineurs. Alors perforatrice, marteau-piqueur, dynamite, en short, en chemisette. Et chapeau de brousse, quoi, bien sûr. Pour le soleil, parce qu'il faisait très chaud là-bas. Hein. Il faisait 70 degrés. Hein. Voici le compte-rendu officiel du tir Beryl. 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées depuis des millénaires par l'érosion, sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. L'image que l'on vient de voir est un faux grossier.
Bernardista se trouvait dans l'un de ses baraquements au pied de la montagne. Ironie du sort, il avait emporté avec lui son magnétophone Nagra. Ici Corpechot qui vous parle du ECP. Il est actuellement 10h47 minutes. Apparemment, le vent vient du train dans le sens. Il y a pas mal de gens. J'ai monsieur Ista à côté de moi. Un hélicoptère est en train de faire le tour de la montagne. Pour l'instant, il passe sur la droite de la montagne, d'où nous le voyons. D'où nous voyons la montagne. Les caméras sont parties. 4, 3, 2, 1. Formidable. Jusque là-bas, et puis là, vous voyez, ça on voit la propagation. Et regardez en bas, ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Cette image de l'accident tournée par l'armée a été cachée pendant 40 ans. C'est la galerie qui débouche. Allez, cabine. Après avoir enregistré l'accident nucléaire en direct, Bernardista et ses collègues observent un instant pétrifiés le nuage noir qui leur fonce dessus. La bombe, mal réglée, a fait exploser les sas de sécurité des galeries souterraines. La radioactivité s'échappe au grand air. Que faire? J'entends encore les portes qui claquent, qui est poum, poum, poum. La montagne s'ouvre et le nuage se rabat sur nous parce qu'il y avait le vent qui était sur nous. L'équipe comprit tout de suite qu'il s'agissait d'un nuage radioactif. Nous décidons de quitter les lieux et de ne pas rester enfermés dans les cabines, comme l'ordre nous en avait été donné. Là, 2 coups de sirène, une panique indescriptible, je ne peux pas vous définir ça. Les chauffeurs sont partis dans leur camion. Mesmer a sauté dans un camion aussi, son chauffeur est parti en 403, une panique totale. Chacun monte dans le véhicule à sa disposition, masque à gaz sur le nez. Nous longeons le nuage radioactif qui vient de la montagne. Nous suivons, avec beaucoup d'appréhension, les évolutions des volutes de gaz gris. Le nuage, il était là. À notre arrivée à la base, immédiatement, l'équipe médicale nous contrôle au compteur Gégère. Légère contamination des pneus de notre véhicule, douche obligatoire pour la Jeep et pour toute l'équipe. Mais qu'est-il advenu des gens du PC de tir qui ont suivi les ordres, rentrés dans les cabines ? Un autre livre de mémoire vient compléter le puzzle de cette histoire. Mardi 1er mai 62. Beaucoup de gars sont à l'infirmerie pour passer à la décontamination. Les gars affluent à l'infirmerie de plus en plus nombreux. Certains sont, paraît-il, gravement atteints et ils sont gardés à l'infirmerie. Tous contrôlent en röntgen ou en milliröntgen. Chaque gars était muni d'un dosimètre photographique Kodak. Certains gars sont retrouvés perdus et dans l'affolement se sont trouvés exposés aux radiations. Ils se trouvent maintenant en observation à l'hôpital. Et nous n'avons pas de nouvelles. Ils ont été pris en charge après, surveillés, testés, passés au... je ne sais plus à quel appareil, là, bon. La santé des agents du commissariat à l'énergie atomique employés sur le site des expériences est l'objet d'une surveillance constante. Cet appareil permet de mesurer la radioactivité du corps humain et de différencier les produits de fission qui auraient pu s'y fixer. Un magnétophone diffuse une musique douce. Un quart d'heure plus tard, après cette cure de relaxation forcée mais utile, l'agent, rassuré et confiant, reprend son travail quotidien. Apparemment, tout allait bien. Ils ont fait confiance, je pense. Ça a tout le temps été comme ça. 5 jours après la catastrophe, Lucien Parfait est renvoyé sur le point zéro sans aucune protection. Sans dosimètre film, sans rien. Le lieutenant Martin rentre dans l'hangar en tôle là, et me dit « Parfait, tu as tes permis, tu as tout, et puis tu connais bien Inecker,
tu vas là-bas, tu vas chercher un compresseur Spiros. Et ce compresseur était fortement irradié, quoi, c'est sûr. On avait des gants, hein, quand même. On revient au camp, et quand on est arrivé, on nous a dirigés à l'écart du camp, quoi, là où il y a déjà des véhicules qui étaient irradiés, sûrement, et on nous a dit, bon, vous laissez ça là, des gars en tenue, avec des masques et tout, le compteur GGR à la main, ils venaient tester le compresseur pour voir combien il tapait de run gun, quoi. On s'en est rendu compte après avec les copains, qui sont les 2 ou 3 qui sont encore en vie. Et on nous faisait aller chercher du matériel à côté, au ras de la montagne, dans un endroit, le sale boulot, quoi. Voilà. Et nous, ça, bon, on obéissait, c'est tout, quoi. Lucien Parfait découvre après sa libération, et grâce à son médecin de famille, qu'il est gravement malade. Allez, au bout de 6 mois, donc oui, à la fin de l'été, j'ai commencé à avoir des petits cancers, des petits basos, des petits névus qui poussaient, quoi. Lucien Parfait a subi près de 1000 interventions chirurgicales. Il n'a jamais pu obtenir de l'armée la moindre reconnaissance de cause à effet entre son exposition d'hier et ses cancers d'aujourd'hui. Et il est loin d'être le seul. Pierre-Louis Antonini était chauffeur dans la même compagnie que lui. 10 ans après, j'ai eu un gros ganglion qui m'est sorti là. Et les analyses sont venues. Métastase d'un épithélia cancérique. Pavimenteux, ça veut dire un cancer. Hein. On nous a pris, on s'est servi de nous, et on nous a jetés ensuite. Ça ne m'étonne pas, il y a eu tant de décès. Ils sont morts par absence de suivi médical. Ce fut le cas d'un militaire de carrière affecté à l'enfouissement des déchets radioactifs dans les sables en 1964. Atteint d'un cancer, Jean-Claude Diennet est décédé avant la fin du tournage. Moi, là-bas, j'ai détruit des vautours, j'ai détruit des chars, j'ai détruit des tourelles de bateaux, des véhicules. J'ai passé mon temps à faire ça pendant 7 mois. J'ai vu des tenues chaudes, des gens en tenue blanche, on les appelait des guignols, nous, en rigolant, mais c'était des civils du CEA qui venaient encore faire des relevés sur place. Mais moi, je n'ai jamais eu de tenue. Les gradés de la compagnie, ils étaient dans la même tenue que nous. Pâte au gaz, chèche, chapeau, de temps en temps le treillis, et puis c'est tout. Mais on n'avait pas de tenue de décontamination, donc on ne se faisait pas souci. Est-ce qu'ils étaient au courant, eux aussi, ces gens-là, hein, le capitaine, les lieutenants, les adjudants, les sergents-chefs et tout ça, est-ce qu'ils étaient au courant, eux aussi, de ce qu'on risquait? Parce que lorsque je suis arrivé là-bas, ni on m'a dit, vous êtes dans une zone contaminée, il faudra faire attention à ça, il faudra faire attention à ça. Rien du tout à cette époque-là. Moi, j'ai dit que c'est une erreur volontaire. Pour pouvoir tranquillement faire des essais nucléaires sans que les appelés ou les militaires de carrière rechignent à aller sur une base atomique. On a du mal à penser qu'on peut avoir précipité comme ça des gens dans une aventure où il y avait tellement de risques, et sciemment. Si c'était le cas, je dirais qu'on nous a volé beaucoup. Je dirais que... Oh, je sais pas. Quant aux pélos, ils restèrent sur place après la fermeture des bases atomiques, sans suivi médical, ni même, semble-t-il, d'indication quant à la marche à suivre face aux risques radioactifs. Ils auraient même, nous dit-on, récupéré bon nombre de matériel contaminé, abandonné sur place à la fin des essais. Les véhicules qui étaient enterrés, ils en sont servis pour essayer de se trouver des pièces, pour essayer de remettre en état des fois ces véhicules pour leurs propres besoins. Pour eux, c'était une manne d'essayer de trouver un petit peu de quoi améliorer leur ordinaire. À ce jour, aucune enquête épidémiologique ne permet de connaître la réalité de l'impact sanitaire des bombes atomiques françaises sur ces enfants du désert, restés sur place. Et tandis que la France tourne ainsi la page saharienne, commence pour Bernard Ista le temps des aériennes. En
route pour la Polynésie française, à 18 000 km de Paris, où une nouvelle base atomique est en cours de construction au milieu du Pacifique Sud. Bernard Ista s'envole pour des missions longue durée. Les missions allaient se succéder, de plus en plus longues. J'avais 2 enfants à l'époque. J'habitais Massy et je me voyais mal attendre 2 mois, 3 mois. La plus longue mission a été 4 mois. J'avoue que j'étais pas toujours très à l'aise d'être seule à la maison. Et puis un jour, Bernard est rentré en me disant, ben voilà, j'ai posé la question à Rocard. Rocard est d'accord, si tu veux, on part en famille. Moi, c'était une sacrée aventure, puisque j'avais jamais pris l'avion. J'ai fait 18 000 km avec 2 enfants et quelques valises. Je me souviens qu'il y avait, à l'époque, nous atterrissions et il y avait des gens en bas qui nous attendaient avec des fleurs. Il y avait 2 guitaristes. J'avais Marie-Claude dans les bras. Et on m'a passé des colliers de fleurs et ça sentait. Il y avait une odeur absolument extraordinaire. La famille Ista commence une nouvelle vie à Tahiti, où les ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique français et leurs familles vivent dans des conditions idéales. J'étais très jeune et je pense que ça a marqué toute ma vie. On avait la chance d'avoir une maison au bord de l'eau, donc au bord du lagon. C'était un terrain de jeu infini pour les enfants. Et les enfants étaient absolument sans contrainte, se promenaient tout seuls, allaient se baigner. Bon, bien sûr, on les surveillait, mais c'était une vraie liberté, enfin une liberté un peu surveillée, mais une vraie liberté quand même. On vivait dehors, c'était vraiment très très agréable. On avait des amis tahitiens qu'on recevait. Et mutuellement, et se recevoir, c'était pas un souci, c'était dans le jardin, les uns allaient à la pêche, les autres faisaient cuire la viande, on faisait un four tahitien, on pouvait avoir 10 personnes, on pouvait en avoir 40 aussi, c'était jamais un problème. Une vie paisible à Tahiti, tandis que se prépare à 1000 km de là, la première campagne de tir nucléaire prévue pour l'été 1966. L'organisation nucléaire française dans le Pacifique Sud est très simple. Mururoa, Fangatofa, Chantir. Tahiti, quartier général. Ao, base arrière. Et à quelques centaines de kilomètres au sud, l'archipel des Gambiers, une zone habitée. En 1966, Jacqueline Golas est institutrice sur l'île de Mangareva. On voyait une quantité de militaires qui arrivaient, des gens très galonnés, pleins de galons, là, avec des casquettes. Mais on ne savait pas pourquoi ces gens venaient nous voir. On avait du monde. On ne nous a pas dit « Allez, allez, il y a une bombe aujourd'hui, cachez-vous sous un arbre ». On ne nous a rien dit. Bernard Ista filme avec l'œil d'un ethnologue ces enfants de Mangareva qui agitent des drapeaux bleu-blanc-rouge en signe de bienvenue. Tandis que leurs parents découvrent pour la première fois ces appareils nouveaux pour eux, nommés hélicoptères. Je suis arrivé à Mururoa, moi, en 1965, c'est-à-dire que c'était encore une cocoterie. Il y avait juste la piste d'aviation qui était faite. Donc il n'y avait rien. C'était le paradis sur Terre, parce qu'il n'y avait rien. Voilà. Vous savez, moi, à l'époque, j'avais 25 ans. De me retrouver déjà dans le Pacifique, il y a une connotation un petit peu, vous savez, les vainés, etc. C'est extraordinaire quand même, quand on a 25 ans, se retrouver dans le Pacifique, le soleil, les cocotiers, les vainés.
Et puis, à l'époque, on n'avait aucune raison de mettre en doute ce que nos supérieurs, tant militaires que civils, nous disaient. Voici le De Grasse, navire amiral de la flotte. Et les bateaux bases, une armada. Son nom, la Force Alpha. En 1966, le général de Gaulle, chef de l'État colonial, s'invite pour la première campagne de tir et promet à la Polynésie de merveilleuses perspectives. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend. Votre avenir, il peut être magnifique. À la suite de ce discours prometteur, des rumeurs circulent dans les îles au sujet d'une prochaine explosion atomique. On avait des petites choses qu'on nous disait, qu'on allait tirer, parce qu'ils étaient obligés, parce que ça faisait du bruit quand même. On montait sur le col de Natavaké, alors on nous disait, la lueur était là-bas, regardez bien, regardez. Et en effet, il y avait une lueur verdâtre. Et puis il fallait vite descendre du col, c'était pas haut tellement, hein, et parce que il y avait un souffle de vent qui arrivait et un bruit, brrr, et tout tremblait. Tout tremblait. Les cocotiers, tous les arbres tremblaient. On est parti, on a quitté un atoll qui était verdoyant, magnifique. On est revenu, il restait une poignée de cocotiers étêtés, brûlés. Donc un spectacle de désolation, de mort, de destruction. Quand on est rentré dans le lagon, les poissons sortaient avec le courant, sortaient par masse, quoi, détruits par le tir. Et donc c'était cet effet de désolation qui effrayait en soi parce qu'on sentait comme planer comme une espèce d'ombre de mort. Si la mort pouvait ressembler à quelque chose, c'est l'image que j'ai retenue. Moi, quand la première fois, je suis retourné dans le lagon après ce tir nucléaire. Aux abords du point zéro, des marins se font photographier avant et après le tir, sans aucune protection. Après la bombe, l'état-major, lui, offre le champagne. Tout semble s'être bien passé avec Aldébaran et le général de Gaulle s'annonce comme invité d'honneur sur l'île de Jacqueline. Il était sur Moruroa pour presser le bouton. Et ensuite, c'était prévu comme quoi qu'il allait venir dans la nuit à Rikitea et qu'on allait faire une grande fête. On a cherché qui avait un grand lit et le curé, comme c'était lui qui avait commandé mon king size, mon lit de 2 mètres sur 2 mètres, il a dit oh, la directrice a un lit. Oh, je crois que le général peut dormir là-dedans. Et vers les 8 heures du soir, le village commençait déjà à être en fête, recevoir le général de Gaulle, avec notre fameuse Marseillaise qu'on chantait très bien d'ailleurs, à la mongarévienne. Hein. Entendre une Marseillaise chantée par les mongaréviens, c'est fabuleux. Il y avait l'intonation, il y avait tout qui donnait un charme, mongarévien. Alors, on entend 8h, 8h30, je vois le chef de poste. Et alors, mon invité, va-t-il venir? Ah ben non, il est reparti sur Paris. On l'a rappelé pour une réunion assez urgente. La réunion n'est qu'un prétexte. Des retombées radioactives menacent les Gambiers. On exfiltre le général. Alors, ça fait que nous, on est resté sans personnalité, sans le général de Gaulle. On a fait la fête et ensuite on a dormi sous le nuage nucléaire, sous le nuage qui est venu sur nous. John Doom était interprète auprès de l'état-major. Il fut témoin, lui, ce jour-là, d'une consigne de silence donnée par un militaire aux officiers sanitaires. Le soir, il commençait à pleuvoir.
Et je voyais un branle-bas de militaires qui allaient chez la gendarmerie, qui retournaient attaquer les va-et-vient de véhicules. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut rassembler la population à l'infirmerie pour nous donner de l'iode. Mais il y a quelqu'un qui a dit « Ne faites surtout pas ça, vous allez tout foutre en l'air ». La pluie était donc radioactive. Pourquoi qu'ils ne nous ont pas prévenus? Pour ne pas nous paniquer peut-être, pour ne pas nous faire peur, pour... je ne sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire. C'est ça que j'appelle le colonialisme nucléaire, c'est de ne rien dire et d'utiliser la population, pour cela la population laborieuse. Pour les autorités françaises, une évacuation préventive de la population des Gambiers était exclue pour des motifs politiques et psychologiques. Ils savaient très bien qu'il y avait des enfants dans cette île. On leur a certainement dit qu'il y avait des enfants. Et s'il y a des enfants, il y a des instituteurs, des institutrices quand même. Il y a une école. Et pourquoi on ne nous a pas prévenus? Pourquoi nous, on ne nous a pas, je ne sais pas, fait quelque chose? Il y avait quand même 130 élèves. L'une des bobines de Bernard Ista nous montre qu'il fut de passage sur l'île de Jacqueline peu de temps après. Il s'intéresse lui aussi aux enfants, sans savoir que l'institutrice tenait au même moment la comptabilité de ceux qui tombent malades. Les enfants, ils avaient la diarrhée. Il y avait certains qui perdaient leurs cheveux. Et ils étaient malades. Ils vomissaient. Il y avait certains qui vomissaient. Mais on ne faisait pas cas. Mais comme j'avais un cahier de dispensaire, je voyais à peu près ce qui se passait. Parce que tout était écrit dans mon cahier de dispensaire. Un tel vomissait, un tel avait la diarrhée. Il y avait des bébés, je crois, qui sont morts. Des bébés qui sont morts de diarrhée. Autrement, il y en avait beaucoup de gens qui ont été secoués quand même. Bruno Barillot, chargé du suivi des essais pour le gouvernement polynésien, pense à une relation de cause à effet entre les cas et les retombées des bombes. Des réunions préparatoires aux essais nucléaires où il y avait tous les grands pontes du CEA, du ministère de la Défense. On disait les choses très clairement. Vous savez que cette population est génétiquement fragile. Hein, donc faites attention qu'il n'y ait pas de retombées. Bon, pas de peau. Premier essai, 2 juillet 66. Une retombée quasiment de Tchernobyl à Mangareva. Tout le monde le savait, ça. En effet, dans ce document classé secret de l'état-major, on rappelle les caractéristiques génétiques de la population des archipels et le risque d'impact des retombées radioactives sur leur génome humain. Peut-être qu'ils nous prenaient pour des cobayes, peut-être. Des cobayes. Why not? Je ne serais pas étonné que quand même il y ait eu des études qui aient été faites sur cette population. C'est un échantillon idéal, hein, 60 personnes. Quand on pense qu'à l'époque, on imaginait une guerre nucléaire, comment des gens qui sont à proximité des zones de combat où on aurait balancé des bombes atomiques, hein, comment ils auront résisté à la radioactivité. En 1967 eut lieu le tir Arcturus. Après l'explosion, des mesures détaillées sont en effet effectuées sur la population de Tureia. Pour calculer les doses radioactives reçues par les humains vivant sur cette île,
les scientifiques procèdent à une étude détaillée de l'alimentation des 58 habitants, dont 15 enfants. Bilan de la dose thyroïde des petits, 37,4 millisieverts et 24,6 pour les adultes. Aujourd'hui, on estime que 20 millisieverts constitue une dose dangereuse. Ce navire s'appelait La Coquille, un laboratoire flottant. À l'époque, il sillonnait après chaque tir les zones de retombées radioactives et effectuait des prélèvements. Ce film de propagande explique clairement l'enjeu de ces mesures. Tout est mis en œuvre pour faire taire les sceptiques de tout poil en matière de sécurité radiologique. Les gens qui ont mis en place le SMSR, que j'ai rencontrés, qui sont des vrais radiobiologistes, savent parfaitement que la nature est vivante, il y a des organismes qui vont se mettre en route, qui vont transmettre la contamination et surtout la garder. Et donc, si vous allez la voir réapparaître dans les aliments, vous allez les voir réapparaître dans l'eau de boisson, et donc, en fait, c'est l'exemple des situations après Tchernobyl, des dizaines d'années après, vous continuez à avoir une contamination récurrente. Sous le sceau du secret, le médecin-chef de La Coquille estime que bien que la population polynésienne soit insouciante et ne manifeste aucune curiosité pour les tirs, il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels afin que les Polynésiens ne se doutent pas qu'on leur a caché quelque chose dès le premier tir. Bernard Ista, lui, se passionne pour la société polynésienne. De passage sur l'île de Jacqueline, il ne remarque pas l'abri antinucléaire offert par la France à la population locale. On mettait pendant 24 heures la population dans cette espèce de hangar pour, soi-disant, la protéger des retombées radioactives lorsqu'il y avait les essais aériens. Puis vous faites le tour de l'île, vous allez à Takou, qui est, disons, une petite agglomération, etc., où il y avait l'unité militaire. Alors, il y avait l'abri des militaires. C'est un blocos avec des murs de 90 cm d'épaisseur, couverts de tôle métallique de protection. Et ça, c'est inacceptable, inacceptable. Quand vous voyez ça de vos propres yeux, moi, ça m'a foutu un choc. Une situation dont Bernard Ista ne parle jamais dans ses carnets. Ça, c'est l'atoll de Toureia, où ils sont restés quand même 6 ou 7 semaines, je crois, mais voire un peu plus, où il allait régulièrement d'ailleurs, avant, pendant et après les tirs. Mais il était toujours avec des Tahitiens parce que bon, eux seuls connaissaient bien le territoire. Et sur certains atolls, le fait d'avoir un Tahitien qui parlait le tahitien, ça facilitait les contacts. Ça représente un peu l'ambiance qu'il y avait dans le village de Toureia avec toutes les fêtes du 14 juillet qui étaient célébrées en Polynésie d'une façon assez extraordinaire. Ça durait plusieurs jours. C'était l'occasion de se rassembler, de chanter, de boire de la bière, avec le lever du drapeau et toutes les cérémonies du 14 juillet. Le patron m'avait confié la détection optique du plus puissant tir nucléaire français, l'opération Canopus. Pour nous, il s'agissait de détecter le signal lumineux diffusé dans l'atmosphère et de mesurer la lueur de la boule pour en déterminer la puissance. Avec ses collègues, Bernard Ista sillonne les atolls pour installer les appareils nécessaires à cette mesure. Les missions de détection géosismique étaient top secrètes. Les hommes ne parlaient pas. Enfin, on était de toute façon dans l'ignorance la plus totale. Hein. Moi, j'ignorais où Bernard partait et où il allait. Il prenait l'avion, il partait, je ne savais pas où il allait, s'il allait à Haut, à Muru,
à Doureya ou ailleurs, ou aux îles Gambier. Nous sommes à la veille de la première expérience thermonucléaire française. Bernard Ista est sur l'un des navires de la Force Alpha. La bombe est accrochée sous le dirigeable. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! La première bombe H française libère une puissance de 2,5 mégatonnes. Entre chaque tir, le service de santé donne l'autorisation de se baigner dans l'eau du lagon. On apprendra plus tard que de la radioactivité s'infiltrait jusque dans les toilettes des bateaux bases. D'étranges brûlures apparaissent sur le corps de certains marins. Officiellement, elles sont sans gravité. Voici Rémi Matarere, collègue et ami de Bernard Ista. Souvent, ils partaient ensemble à la pêche avec leurs enfants. Aujourd'hui encore, la famille Ista et la famille Matarere sont très liées. Rémi faisait partie d'une équipe de plongeurs affectés à la pose de câbles dans le lagon de Mururoa. À présent, Rémi Matarere se considère comme un homme en sursis, une sorte de rescapé. Ils sont tous morts. Il y en a un, je connais, c'est infamie pour moi, c'est grave. Il a eu un cancer de la gorge. Et il y en a un aussi, il y en a, tout le monde, quand ils ont passé, c'est des cancers. Quoi. Des fois, moi, je m'inquiète un peu. Enfin, j'ai peur. Quoi. Quand est-ce que ça va m'arriver? J'ai les chiffres de 2008. On en est à 460 nouveaux cas de cancer qui se déclarent par an. On en est à 15 fois le taux de l'OMS au niveau mondial, ici, en Polynésie. 15 fois plus. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans une population de 240 000 habitants, qu'il y a 500 nouveaux de cancers chaque année, qu'il y a à peu près 900 évacués sanitaires sur la France pour des questions de santé, il faudra m'expliquer pourquoi. La France a une dette énorme vis-à-vis de notre peuple, de notre pays. Peut-être que pour la plupart des Français, De Gaulle, c'est un grand chef. Pour nous, c'est un criminel. Pourquoi avoir profité de l'ignorance, de la petitesse d'un peuple pour nous imposer ça? Et pendant plusieurs décennies, refuser de reconnaître qu'il y a eu contamination. Au terme d'un séjour de 7 ans en Polynésie française, la famille Ista prend le chemin du retour en France en 1974, à la fin des essais atmosphériques. On rentrait, quoi, hein, mission terminée. Mon mari allait travailler alors en France et puis nous rentrions à la maison. Un petit peu dépaysé, un petit peu déphasé, avec des regrets, avec gros cœur. Hein. On ne quitte pas un pays comme celui-là, ni surtout les gens qui composent ce pays avec le sourire aux lèvres. C'est vrai, on retrouvait notre famille, on retrouvait en particulier mes enfants, retrouvaient leurs grands-parents, dont ils ont quand même été privés petits, mais on avait gros cœur quand même.
Au cours des 10 années suivantes, Bernarista fit plusieurs missions ponctuelles en Polynésie où il rêvait de finir sa vie. Il filma lui-même le dernier tir atmosphérique français, nom de code Verseau, à travers le hublot d'un Mystère 20 où il s'était embarqué. Il fit un infarctus en 1981. 10 ans plus tard, son médecin de famille lui apprend qu'il est atteint d'un cancer du cavum, les fosses nasales arrière, une maladie rarissime, probablement due à l'inhalation de poussières toxiques. Bernarista décéda en 1998 au terme de 7 ans d'agonie. Au total, la France réalisa ici en Polynésie 193 essais nucléaires. Nous dédions ce film à Bernarista, ainsi qu'à tous les autres vétérans des essais nucléaires aujourd'hui disparus. Cette liste, dressée par l'AVEN, l'Association des vétérans nucléaires français, est le seul recensement connu des victimes supposées des expérimentations nucléaires militaires françaises. Les populations civiles n'en font pas partie.